Merci le comité d'organisation de nous avoir invités à parler d'une situation clinique rencontrée à l'EHPAD des Chanterelles. Cette situation, on l'a proposée lors de notre comité éthique interétablissement où l'espace éthique est venu nous épauler pour le démarrage. Et donc, on a souhaité vous la présenter parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'information donnée à monsieur, à madame, à l'équipe soignante, à la famille. Quelle vérité pour monsieur, pour madame, pour la famille, et quel secret on devait préserver pour l'un et l'autre de nos résidents. Je vais laisser mes collègues en parler, puis des fois j'interagirai un petit peu avec leur présentation. Bonjour. Donc, je vous présente une situation qui évolue depuis 2019, une situation d'un couple. Donc madame et monsieur est un couple âgé, marié depuis 60 ans, et ont ensemble 2 enfants, avec qui la relation est rompue depuis des années. À la retraite, à la suite de problèmes de santé, monsieur et madame firent le choix de vendre leur maison et de louer une habitation. Monsieur rapporte que ses choix et la vente se sont faits contre son gré et que ses enfants auraient influencé ses prises de décision et que lui s'y est conformé pour faire plaisir à sa femme. Et que toutes ces difficultés actuelles ne seraient que les conséquences de ces décisions vécues comme des non-choix pour lui. Par la suite, devant une majoration du degré de dépendance physique du couple, ils prirent la décision d'intégrer un EHPAD. Monsieur et madame intégrèrent une chambre double à l'EHPAD en 2019. De notre point de vue, l'institution, au fil du temps, le couple s'adapta à la vie de la résidence, en participant à la vie en collectivité par différentes activités choisies et appréciées par le couple, tout en gardant une vie privée. Du point de vue de monsieur, l'entrée en EHPAD fut douloureuse. Pour lui, il la vit comme un échec, sentiment accentué par la rupture avec ses enfants. Il attribue également ses difficultés actuelles à l'institution qui l'aurait dépossédé de ses libertés de prise de décision et qui l'aurait emprisonné et livré à lui-même. À la suite d'un événement médical, madame présenta une altération importante de son état de santé avec mobilité réduite et bénéficie d'un fauteuil roulant. Madame, nécessitant des soins spécifiques et un lieu sécurisant, elle intégra une unité protégée en 2021, ne partageant ainsi plus la chambre avec son époux. Ce jour, madame occupe une chambre dans le secteur traditionnel. À souligner que cette décision de séparation du couple a surtout été influée par le comportement inadapté de monsieur qui présentait une ingérence et opposition aux soins apportés. La séparation de monsieur avec son épouse restreint leur relation et vient bouleverser un équilibre déjà fragilisé. Madame montre une altération importante de ses capacités cognitives, une anosognosie évidente, ainsi qu'un état dépressif réactionnel au conflit avec ses enfants, s'exprimant par une tristesse manifeste. Le discours n'est pas toujours cohérent. Madame souffre d'idées délirantes et ses propos sont rarement conformes à la réalité. Par exemple, elle était convaincue que ses enfants étaient morts dans un accident de voiture. Monsieur, quant à lui, présente des troubles cognitifs ayant des retentissements sur les actes de la vie quotidienne. Le langage et la compréhension sont dans l'ensemble préservés chez lui. Néanmoins, l'élaboration de la pensée et les actions devant mobiliser des processus complexes et sollicitant un effort cognitif coûteux peuvent troubler son discernement. Monsieur présente également un état dépressif majorant les troubles cognitifs et comportements, ainsi que des traits de personnalité antérieurs. Dans sa relation avec l'institution, monsieur s'est toujours montré suspicieux, avec une attitude de défiance et un besoin de se sentir supérieur vis-à-vis du soignant. Le sentiment d'être dépossédé de ses choix accentué par l'idée qu'il a à devoir quitter l'EHPAD pour des raisons financières a généré une angoisse importante qui a exacerbé ses troubles de comportement. Son positionnement et sa perception difficilement flexible ont majoré chez monsieur des frustrations exprimées souvent par de la colère devant des événements sortant de son cadre habituel. Monsieur était dans un mode de fonctionnement interprétatif et plaintif important et permanent vis-à-vis de l'équipe, la mettant en difficulté. Leur situation de vie est devenue de plus en plus complexe et problématique, avec une fragilisation et un appauvrissement de la capacité d'autonomie. Le couple se trouvant en situation de vulnérabilité, pour les sécuriser, une démarche de mise sous tutelle a été mise en place afin de respecter leurs droits et libertés, de préserver leur intégrité tant physique que psychologique et de maintenir un équilibre de vie déjà précaire.
L'institution ne possède pas suffisamment d'informations pour avoir une compréhension de l'histoire passée de vie du couple et de leur relation avec leur enfant. De leur vie de couple constatée au sein de l'établissement, il ressort des points obscurs mettant l'équipe mal à l'aise. Madame semble à la fois être très protectrice et dépendante à l'égard de son époux, qui lui montre un besoin de contrôler la situation et ne supporte pas que quelque chose puisse lui échapper. Confronté à des situations de non-contrôle, monsieur peut sortir de ses gonds et devenir agressif. Il est constaté que monsieur régente leur vie de couple et que la parole de madame est inhibée. Ce mode de fonctionnement installé nous pose des questions sur le libre arbitre de madame. Quand madame était en capacité d'exprimer ses pensées au travers des différents entretiens, elle laissait entendre que la séparation avec ses enfants lui était douloureuse. Le couple n'a jamais évoqué clairement les causes de la rupture de la relation familiale. Le sujet est resté tabou. Parallèlement, monsieur mettait en avant qu'il ne souhaitait en aucun cas renouer la relation avec ses enfants. Au vu de l'évolution péjorative de l'état de santé de madame, l'institution a fait le choix de contacter les enfants pour les sensibiliser sur la situation. Juste, je rebondis. À ce moment-là, quand ils sont rentrés dans l'établissement, la dame était cognitivement beaucoup plus éclairée que son époux. Cette hospitalisation dont on a eu des difficultés à comprendre ce qui s'était passé a fait revenir madame avec des troubles cognitifs importants, un fauteuil roulant, mais elle a manifesté à ce moment-là le souhait de voir ses enfants, ce qu'elle n'avait jamais exprimé auparavant. Donc on était dans une difficulté où monsieur ne voulait pas voir ses enfants, elle avait toujours dit qu'elle ne voulait pas les voir, on n'avait pas contact avec eux, et pour autant pour la première fois elle demandait à voir ses enfants avec un vécu douloureux de ne pas les voir. Donc c'est là où on s'est interrogé sur doit-on accéder à sa demande. Bien sûr une partie de l'équipe disait absolument, avec il faut le faire maintenant tout de suite. Et puis on avait aussi, malgré le comportement de monsieur, où on avait tendance à être plus empathique avec madame, collectivement, parce que monsieur était plus compliqué à gérer, le respect quand même de ses souhaits à lui, de sa de son comportement derrière et de l'impact que ça allait avoir sur le couple et sur l'état de santé cognitif et dépressif de monsieur. Je te laisse. Les enfants ont expliqué que leur histoire de vie familiale est compliquée et qu'ils ne souhaitaient pas revoir leur père. Dans le cadre des entretiens, les enfants ont aussi rapporté que la relation conjugale de leurs parents a toujours primé sur la relation parentale et qu'ils ont souffert d'un manque d'affection. Après la mise sous tutelle du couple et le changement de chambre de madame en 2023, les enfants ont exprimé le désir de renouer contact avec leur mère. Il y a eu des appels téléphoniques entre eux sans que le père en soit informé. Leur demande aujourd'hui est de rencontrer physiquement leur mère sans la présence de leur père. L'institution a informé la tutelle de la situation. Cette dernière dit ne pas s'y opposer, à condition que les enfants préviennent monsieur. Nous avons alors interrogé madame pour recueillir son expression. À ce moment-là, en 2023, madame apparaissait confuse et dans une autre réalité. Madame était convaincue que ses enfants étaient décédés, ce qui lui a engendré des coups de peine ainsi que des troubles du sommeil ayant duré plus de 3 mois. Après des rencontres cliniques avec madame pour l'aider à s'apaiser, en la réorientant dans la réalité, elle a pu prendre connaissance et conscience que ses enfants étaient encore en vie, ce qui permit à madame d'envisager une rencontre. Madame nous dit qu'elle en parlera à son mari, car cela ne lui posera pas de problème selon elle. L'état de vulnérabilité de madame ne permet pas d'envisager la restauration de son rôle décisionnel, mais oblige à penser son accompagnement dans le respect de ses souhaits, sans qu'il soit toutefois possible de les actualiser. Donc, on se rend bien compte que cette situation concrète et singulière est fait rentrer en contradiction des valeurs et des principes, notamment la demande de l'usager et la demande de l'institution. En effet, nous sommes face à une personne âgée qui souffre de l'absence de ses enfants et qui présente d'importants déficits cognitifs. Cependant, la pathologie cognitive n'empêche pas l'expression du désir. Il y a une autre question, c'est la question de l'autonomie. Protection psychologique et juridique se pose aussi, puisque nous ne pouvons pas empêcher madame d'informer son époux sans pouvoir anticiper sa réaction pouvant probablement impacter madame. L'éventualité de la rencontre mère-enfant pose la question d'un potentiel bouleversement émotionnel pour monsieur et madame, pouvant déstabiliser l'équilibre actuel de la vie du couple.
Il y a aussi la question du secret et information partagée qui se pose, notamment par rapport à la question de savoir s'il faut informer monsieur de la demande de ses enfants et de son épouse, sans pour autant qu'il y ait des représailles envers elle. Se pose aussi la question de l'intérêt privé et l'objectif collectif est aussi un enjeu, c'est-à-dire de répondre à la demande de madame et de ses enfants tout en tenant compte de monsieur. En effet, madame et monsieur sont des résidents de l'EHPAD et de ce fait doivent être considérés avec la même égale légitimité pour prendre une décision. Oui, je vois des gens. C'était compliqué pour nous parce que y a des soignants qui disaient ah ben oui, on fait venir les enfants, puis on les fait passer par la porte de derrière, et puis on dit rien à personne, et on cache madame, et puis monsieur il en saura rien. Alors comme monsieur il est résident de l'EHPAD, qu'on savait que probablement, on ne savait pas, mais on supputait que son épouse allait lui dire, qu'elle souhaitait lui dire. Donc en fait on a reposer les choses en équipe, on a pris le temps de réfléchir, on parlait de temporalité tout à l'heure. L'avantage de l'EHPAD, c'est que la temporalité, c'est pas une consultation, on les héberge depuis longtemps et vous voyez, la réflexion, elle dure depuis un bon moment. On a pris le temps de poser les choses au rythme des résidents et nous aussi, on a tous cheminé. Je crois que la précipitation aurait été une erreur dans ce cas de figure. Donc ça implique aussi la logique de mission et logique de gestion qui sont primordiales dans l'institution, c'est-à-dire comment répondre à ces demandes, qui demandent d'ailleurs une organisation institutionnelle, un travail collégial. Ici, entre autres, bien sûr, on a défini les interlocuteurs premiers, mais il y a aussi la tutrice. Et donc il y a le médecin coordinateur en relation directe avec les enfants, et moi et la psychologue dans un second temps, l'IDEC en relation avec la tutelle aussi, et la psychologue dans l'accompagnement psychologique des résidents. Tous les professionnels sont en lien entre eux. Donc se pose aussi une question qui est normalement première, c'était la question du consentement. Donc au regard de l'interaction des capacités cognitives et de la dynamique relationnelle du couple, c'est-à-dire que effectivement madame elle a des interactions importantes, comment saisir, recueillir son consentement éclairé, et la dynamique relationnelle du couple, c'est-à-dire que on se doute bien que dans cette relation, monsieur inhibe madame dans sa parole. Donc ces données et informations nous limitent dans nos actions et nous interpellent sur le positionnement ainsi que les actions à mener dans le respect des droits et devoirs. À préciser que les enfants entendent la complexité de la situation et que leurs demandes soient soumises à une réflexion éthique pour faire face ensemble. Pour faire face ensemble, dans ce contexte-là, à la souffrance, à la méconnaissance, à l'incertitude, à la domination, aux représailles, aux impasses de l'action. L'équipe pluridisciplinaire on a sollicité l'espace de réflexion éthique pour faire avancer la réflexion autour de cette situation impliquant une pluralité de regards, la cohabitation des professionnels, des résidents et de leurs proches et la création d'une dynamique de groupe. Et à la suite de cet espace éthique, on a élaboré des hypothèses, vous nous avez aidé à cheminer dans notre pensée. Et de ce fait, on a proposé de mettre en place des entretiens et en utilisant un support qui est le génogramme. Donc Maëlle va prendre la suite et vous expliquer. Juste parce qu'on ne peut pas tout vous donner, mais madame, elle a fait souvent des allers-retours avec cette notion de voir ses enfants. Elle nous disait qu'elle voulait les voir en présence de son mari, elle ne voulait plus les voir, et puis après ils étaient décédés, puis c'était la relation au mari qui primait, et puis elle ne voulait pas mentir à son mari, et quand on avait les échanges téléphoniques avec les enfants, comme ils savaient que madame s'était altérée, on ne pouvait pas donner trop d'informations, puisque les parents ne souhaitaient pas qu'on leur donne d'informations sur leur état de santé, mais pour autant elle avait verbalisé vouloir les voir parce qu'elle sentait que son état de santé diminuait, elle voulait les voir encore une fois. Et les deux enfants étaient en rupture avec leurs parents, imputant des raisons qui étaient complètement différentes de celles que les deux résidents nous avaient données, et séparément et ensemble, quand on les recevait ensemble. Et donc il nous était difficile d'être sûr que madame voulait voir ses enfants, et surtout ses enfants nous ont dit on ne vient pas si ça nuit à maman. Notre relation est tellement dégradée avec nos parents que c'est un souhait, mais si on les voit pas, ça va pas changer la face du monde. C'est aussi pour ça qu'on a pris beaucoup de temps avant de mettre les choses en place.
Excuse-moi, mais... Pas de souci. Juste avant de parler du coup du génogramme qui a été réalisé, un tout petit saut dans le temps, puisque le comité d'éthique se profilant, 2 entretiens ont quand même été aussi réalisés en 2024, 2 entretiens particuliers, afin en fait d'apprécier de nouveau la vérité de chacun et d'affiner notre compréhension de la situation. Donc le premier entretien, c'était un entretien individuel, donc auprès de madame, pour recueillir son avis sur la demande de ses enfants, et durant lequel madame elle a exprimé sa souffrance, de nouveau, quant à l'absence donc de ses enfants. Et néanmoins, madame, elle n'accepte pas en fait leur demande, donc elle refuse l'absence physique de son mari. Et aussi, pour expliquer son choix, elle déclare que cela ferait donc trop souffrir son mari. Elle exprime aussi sa lassitude d'être le pont, c'est-à-dire en fait la médiatrice entre ses enfants et son mari, rôle qu'elle a tenu toute sa vie et qu'elle ressent de nouveau dans cette situation. Puis ensuite, un entretien conjoint, commun, entre madame et monsieur pour informer monsieur de la situation et recueillir son avis a été fait. Ceci avec l'accord de madame concernant donc l'information à monsieur de la situation, de la demande des enfants. Et donc, monsieur en fait accepte la demande de ses enfants et confirme la souffrance de madame due à l'absence de ces derniers. Et au niveau des dynamiques relationnelles qui ont pu être appréciées, observées durant cet entretien, madame, elle est effectivement apparue inhibée. Elle parlait peu, tandis que monsieur, il exprimait sa propre souffrance et parlait aussi pour madame, souvent de manière pessimiste, ce qui pouvait en fait l'amener à la dévaloriser. Et aussi, monsieur, il pouvait mal interpréter certains éléments, ce qui a nécessité de notre part de reformuler correctement les propos dits en entretien pour assurer une bonne compréhension de chacun. Et donc ça avait déjà pu être observé par l'équipe auparavant. Et donc, à l'issue de ces entretiens et du comité d'éthique, comme l'a dit Saïda, la réalisation d'un génogramme a été pensée, réfléchie, puisqu'en effet, c'est un outil qui permet d'apprécier graphiquement une famille dans son histoire, sur 3 générations ou plus, ainsi que la nature des relations entre les membres de cette famille. Ce premier point, donc, il permettra à l'établissement de recueillir les informations nécessaires à la bonne compréhension de la situation. Et donc, aussi, le génogramme, il permet aux membres de la famille de se remémorer leur histoire familiale et donc d'opérer un cheminement psychique d'élaboration, mais aussi de travailler leur mémoire autobiographique. Et enfin, le génogramme, c'est avant tout un outil qui a permis la construction d'une alliance thérapeutique. Et cette alliance, elle désigne la collaboration mutuelle, le partenariat qui s'établit entre le résident ici et le psychologue, et qui va permettre d'atteindre des objectifs qui sont fixés et aussi de construire une relation de confiance. Et donc, pour ce faire, pour réaliser ce génogramme, les modalités d'intervention, elles ont été pensées à la fois au regard des dynamiques relationnelles observées, puisque madame, elle apparaît inhibée en présence de son mari, ce qui avait pu questionner l'équipe quant à son libre arbitre, et aussi au regard de l'altération des capacités cognitives qui pouvaient en fait impacter les capacités de discernement des résidents, et donc qui pouvaient impacter le consentement libre et éclairé de chacun. Et donc, il a été décidé que le génogramme soit proposé séparément dans un premier temps à madame et à monsieur. Ceci dans le but de favoriser l'expression verbale de chacun afin d'apprécier leur propre vécu et ressenti par rapport à leur histoire familiale, ainsi que les relations qu'ils entretiennent avec les membres de leur famille. Et donc là, l'espace qui est proposé par le psychologue, ce sera vraiment un espace d'écoute individuel, neutre et bienveillant, qui sera propice à la construction d'une alliance et où leur vécu sera respecté et confidentiel. Et concernant ce dernier point, il est à souligner qu'il a fallu assurer et rassurer madame du secret de nos entretiens, notamment par rapport à son mari. Et donc, dans un second temps, il avait été réfléchi qu'il pourrait être envisagé de proposer le génogramme conjointement à madame et à monsieur. Actuellement, seule madame a accepté donc de réaliser le génogramme, monsieur a refusé. Et tout au long de ces rencontres, plusieurs points sont à souligner, notamment que lorsque la situation était recontextualisée, madame, elle a maintenu sa position concernant la demande de ses enfants, ce qui montre quand même une continuité dans son avis, dans ses souhaits et sa mémoire à ce sujet. Et bien que la réalisation du génogramme, elle a été difficile et que certains éléments autobiographiques soient restés inaccessibles ou confus,
L'anamnèse familiale de madame, elle a quand même pu être élaborée. Et de manière générale, madame, durant nos rencontres, elle avait un état d'éveil correct, malgré des périodes donc antérieures de conscience très basse ou absente, comme on a pu l'évoquer précédemment. Elle exprime aussi toujours son souhait de revoir ses enfants, mais aussi ses petits-enfants, et elle ne comprend pas pourquoi ses enfants voudraient ne revoir que leur mère, donc uniquement elle et pas leur père. Et enfin, et peut-être même surtout, madame, elle a validé la dynamique conjugale et parentale qui était en fait suspectée donc, par l'établissement, en parlant de domination. Elle s'est interrogée à la fois sur la persistance de la domination de son mari sur leurs enfants et sur son incapacité à s'y opposer, ce qui témoigne donc d'une élaboration psychique, mais aussi de la construction d'une alliance thérapeutique. Concernant les enfants, ils sont à la fois demandeurs et respectueux des décisions prises par l'établissement. Et donc ce partenariat de confiance, c'est vraiment une ressource précieuse et importante. Et ça nous a permis de rentrer en contact avec l'un d'eux après le comité pour recueillir de nouvelles informations et les croiser avec celles de madame. Les informations donc fournies par l'enfant contacté corroborent celles de madame. Leur père est décrit comme dominant dans leur relation, tandis que leur mère a toujours joué le rôle de médiatrice entre eux et leur père. Il explique aussi que les proches de monsieur ont tous fini par couper les relations avec lui et que monsieur ne s'est jamais remis en question par rapport à cela, que pour monsieur, le problème, c'est les autres. Et de plus, il a été informé du refus de madame et de l'accord de monsieur, ce qui l'a amené à reconsidérer sa propre position. Et donc, à savoir aussi qu'il faut souligner que l'une des sœurs de madame a dernièrement repris contact avec ses neveux et qu'elle souhaiterait revoir madame. Donc ça pourrait aussi expliquer peut-être cette reconsidération de la part de l'enfant contacté. Et quant à monsieur, il a donc été sollicité ultérieurement pour répondre à des questions plutôt factuelles sur sa famille. Et cette fois-ci, monsieur a accepté de nous recevoir au moment qui lui convenait, ce qui témoigne encore une fois d'une certaine forme de contrôle qu'on avait déjà pu observer, et ce qui nous a permis d'obtenir certaines informations. Et ces informations, elles confirment encore une fois globalement celles de madame, indiquant donc un accès encore possible à leur mémoire épisodique à tous les deux. Monsieur, il exprime aussi avec douleur ne plus avoir de famille, et cette souffrance, elle peut être mise en lien avec son syndrome dépressif sous-jacent, qui a été objectivé et pour lequel, en fait, il refuse de prendre des traitements, puisqu'il est, on a pu le voir, il est assez opposant au niveau des soins. Et aussi, il ne comprend pas pourquoi ses enfants ne veulent plus le voir et attribue la faute à ses belles-filles. Et cette incompréhension, elle est renforcée par le fait que, selon lui, sa famille et lui ont toujours subvenu aux besoins de leurs enfants, notamment sur le plan financier. Il ne se questionne pas sur le plan plutôt d'affection, qui est pourtant mis en exergue, entre guillemets, par les enfants, comme un manque. Les enfants nous ont relaté, à Saïda et à moi, ne pas avoir été élevés par leurs parents. Le couple a primé la relation de couple plutôt que la relation parentale. Ils habitaient à 5 km des enfants, ils les ont confiés à leur grand-mère et la maman allait tous les jours voir leurs enfants alors que le papa venait une fois tous les 15 jours. Donc monsieur dit que c'est les belles-filles qui ont rompu la relation familiale alors que les enfants disent qu'ils n'ont jamais eu une relation affective avec leur papa en fait. Voilà. Non mais ça change. Mais donc ça a pu permettre tous ces entretiens, ces rencontres, de recueillir donc la vérité de chacun et des informations supplémentaires à la compréhension de la situation. Ah oui. Oui, donc cette présentation, on l'a trouvée intéressante par rapport à la vérité de chacun, de madame, de monsieur, des enfants, de l'équipe aussi. Certains membres de l'équipe souhaitaient qu'on partage le secret avec l'équipe, ce qu'on n'a pas forcément fait, parce que monsieur et madame nous ont demandé de garder des choses pour nous. Donc on ne l'a pas partagé avec notre équipe dans un premier temps, parce qu'ils ne souhaitaient pas. Monsieur il a une personnalité très méfiante, très psychorigide, avec un syndrome dépressif marqué. Et du coup, pour faire alliance avec lui, il était important de respecter tout ça. À notre idée, on a peut-être fait plein d'erreurs. Hein, on a essayé de partager de manière bienveillante avec monsieur, avec madame, avec les deux, sans jugement. C'est pas gagné parce qu'au début, l'équipe avait une suspicion de maltraitance physique de la part de monsieur sur madame. On a appelé le médecin traitant, on a fait beaucoup d'enquêtes aussi.
Donc de prime abord, on avait plutôt tendance à aller dans le sens de madame sans trop se poser de questions, enfin on s'en est posé beaucoup quand même. Et finalement, après tout ce temps passé, tous les entretiens, respecter les secrets, communiquer tous ensemble, il s'avère que monsieur il a une réaction qu'on n'imaginait pas, il est d'accord pour que sa femme voie ses enfants même sans lui, parce qu'il y a une grande souffrance, ce qui a complètement bouleversé son fils d'entendre que son père, pour la première fois, il primait sur le bien-être de son épouse. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Donc avec tout ce cheminement assez long et dans une temporalité importante, finalement on entrevoit peut-être quelque chose de positif avec une rencontre possible, sans peut-être trop de bouleversement et de madame et de monsieur et des enfants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce dernier exposé. On voit, tu pourrais la laisser, la dernière diapo, parce qu'il y a les concepts en fait, qu'on a vus dans la journée. On voit à l'œuvre vraiment beaucoup d'éléments qu'on a réfléchis à travers les exposés de chacun. Et on voit comment tous ces éléments travaillent pour la résolution concrète d'une situation qui paraît pas complexe au départ. Comme tu disais très bien, Isabelle, vous auriez pu aller d'une manière très intuitive prendre une décision, notamment en faveur de madame, et on voit bien que plus ça a cheminé, plus vous avez réfléchi sur l'information, sur le secret, sur la vérité, les vérités, et je crois que c'est aussi là-dessus qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. On voit à quel point effectivement ce travail éthique et ce travail de réflexion collective montre finalement une complexité qui est sous-jacente, qui aurait pu, je dirais, rester complètement en dehors de vos représentations. On parle souvent d'aveuglement éthique. Ça aurait pu être le cas. Bon, et plus la situation a été travaillée, plus on voit toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui, qu'il faut composer, qu'il faut mettre ensemble pour aller effectivement au compromis. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, c'est la fin de la journée. Merci beaucoup. Merci. Ah, pardon. J'ai pas vu le bras. Oh, pardon, excusez-moi, il fallait m'arranger. Pardon. Non, j'avais peut-être des questions justement sur l'accompagnement de l'EREN et de savoir concrètement comment ça se passe, comment une structure médico-sociale ou hospitalière peut faire appel à l'EREN, pour quel type de situation et comment concrètement ça s'organise. Merci, je propose qu'on réponde à deux voix. Vas-y, pour témoigner du travail qu'on a fait ensemble. Oui, donc en fait, au sein de l'établissement, on avait déjà phosphoré, vous avez vu toute la démarche, on assiste chaque année au congrès, aux journées éthiques, et on voulait faire un comité interétablissement, donc pour être plus nombreux, pour réfléchir ensemble, et pour nous accompagner, j'ai sollicité Mylène qui a répondu sur des modalités que je vais te laisser dire, et ils sont venus nous accompagner. En vrai, c'est hyper important. Je pense pas qu'on soit autonome encore sur la prochaine réunion, ni celle d'après, parce que le fait de poser ça, alors en plus on a eu la chance de les avoir tous les trois, avec des regards croisés, très différents. Ils nous ont apporté beaucoup de connaissances, de réflexions, de reposer les choses. C'est hyper important et je suis pas sûre que aucun d'entre nous n'ait cette compétence à ce jour dans les deux établissements pour reposer le discours, accéder à la connaissance, t'en as parlé, si on veut faire de l'éthique, il faut quand même avoir des connaissances, réfléchir, aller chercher l'information, et pour le moment on se sent encore un peu trop jeune dans cette démarche pour le faire tout seul. Je te laisse. Oui, donc l'espace éthique est là pour accompagner effectivement à la création des groupes éthiques dans les établissements. Cet accompagnement, il se fait de deux façons. La première façon, c'est effectivement de passer par, je dirais, un accompagnement un peu technique et un accompagnement de formation. Et après cela, effectivement, on peut assister à une ou deux réunions de comité d'éthique et d'accompagner. Par contre, une chose est sûre, c'est pas dans les missions de l'espace éthique que d'assister d'une manière systématique à toutes les réunions
des comités d'éthique que vous faites au sein des établissements. Vous voyez bien pourquoi, parce que sinon on pourrait tout simplement pas le faire, même si on en avait le désir. Et donc, il y a dans les missions de l'espace éthique ces missions d'accompagnement tant techniques que des missions de contenu, c'est-à-dire d'apporter une forme d'acculturation à l'éthique dans les groupes constitués et d'aider à la constitution des groupes de réflexion éthique à tous les niveaux, c'est-à-dire dans un établissement, inter-établissement ou au sein d'un réseau ou d'une association avec, je dirais, une dimension un peu plus importante. Ces deux missions sont assurées sur les deux sites, c'est-à-dire sur le site de Caen et également sur le site de Rouen. Bien, merci beaucoup. Je profite d'avoir le micro pour vous remercier personnellement d'être tous là. C'est beaucoup de travail de communication. J'espère que je vous retrouverai l'année prochaine. Merci d'avoir répondu et merci pour votre présence. Et puis je vais laisser voilà, le mot de la fin à notre directeur, le professeur Grégoire Montel. Merci Mylène. Je pense qu'effectivement on peut applaudir Mylène et toute l'équipe de l'espace éthique, donc Nadia, Léa et Guillaume. Parce que c'est vrai que c'est du travail. Mais on peut aussi vous applaudir parce que vous avez tous bien travaillé. Et je veux rebondir là-dessus par rapport à la question que vous posiez. En fait, c'est en faisant de l'éthique qu'on apprend à faire de l'éthique. Voilà. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Au début, ce sera brouillon. Au début, ce sera incomplet. Quand j'avais 27, 28 ans, que je me suis lancé là-dedans, j'étais brouillon, j'étais incomplet, je suis peut-être encore un peu aujourd'hui. Mais voilà, et le vrai enjeu, vous l'avez compris, c'est de croiser les logiques différentes. Et on ne va pas vous faire ici le cours sur l'éthique de la discussion, mais notre société en a besoin. C'est partir du principe que personne ne détient une vérité, mais qu'on construit une nouvelle forme de vérité ou de solution à plusieurs. Voilà, ça c'est quand même un des éléments de base de l'éthique, qui fait qu'en associant les compétences pluriprofessionnelles, j'insiste sur le mot pluriprofessionnel, c'est important. Je rappelle à loisir qu'une aide-soignante passe 10 fois plus de temps auprès d'un patient qu'un médecin, et que quand il s'agit de recueillir la parole, les désirs, voilà, et les choix ou les complexités d'un individu, la parole de chacun est importante. Et après, l'autre élément, c'est la pluridisciplinarité, parce que vous l'avez compris, il y a des logiques de droit, il y a des logiques de soins, il y a des logiques, alors le soin du point de vue médical, le soin du point de vue social, l'accompagnement, donc il y a la philosophie, il y a la sociologie, tout interface, parce qu'en fait, un individu est complexe, et une institution est complexe, donc voilà. En introduction, je vous ai dit, l'éthique, c'est le lieu de la création, là où finalement il n'y a pas de réponse toute faite, et vous avez vu qu'à la fin de ces exposés, au début de chacun de ces exposés, il n'y avait pas de réponse toute faite, et à la fin, il y a quand même une réponse. Alors on ne va pas citer Hannah Arendt, mais on peut, en disant qu'on ne choisit peut-être pas la meilleure solution, mais du coup on a voulu peut-être à la moins mauvaise. Et en tout cas, au moins on a pris une décision en réfléchissant, en étant adaptatif, et quand on parle d'éthique, on parle beaucoup de singularité, c'est-à-dire que chaque individu nécessite une réponse particulière, et ça c'est typiquement le champ de l'éthique. Voilà. Il faut être là-dedans. Alors avoir le courage de le faire, de temps en temps de bousculer les institutions, voilà, parce que les institutions aiment nous normer, aiment nous évaluer selon des indicateurs qui au demeurant sont peut-être nécessaires, hein, mais voilà, il faut aussi avoir le soutien de son institution, je rebondis là-dessus, l'éthique revendicative, voilà, qui est là dans la contestation, ça ne sert pas à grand-chose. L'éthique intégrée à des programmes, et c'est pas pour mettre des lauriers à ceux qui sont intervenus ce matin, mais l'éthique, elle est intégrée au programme des établissements, quoi, hein, et on y consacre du temps, et les professionnels sont valorisés pour y participer, donc tout ça, c'est des recettes complémentaires à la question. Alors, pour conclure la journée, moi, j'aime bien aussi dire qu'on invente des choses. Dans le dernier cas clinique, là, ou la dernière vignette qui nous a été proposée, il me semble que la question du partage de l'information, de la vérité concernant la prise en charge d'un couple, ça renvoie à une nouvelle forme de clinique. On nous a souvent dit, on fait de la clinique de l'individu. Mais en l'occurrence, les pédopsychiatres, ils font une clinique du couple parent-enfant. Dans le grand âge, on voit bien qu'on fait une clinique du couple qui est indépendant de l'un de l'autre, on le sait très bien. Dans la question des enfants ou des jeunes adultes en situation de handicap, là aussi, on ne s'occupe pas que de l'individu, on s'occupe de l'environnement et tout. Et là, on voit bien que nos concepts, par exemple d'information et de consentement, j'ai le plus grand respect pour mes collègues juristes avec qui je travaille régulièrement, mais c'est des impensés juridiques, ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Nous, on nous a parlé information, consentement d'un patient par rapport à un acte technique, quoi.
Une coloscopie, une intervention chirurgicale, bon, ok, on voit très bien, on est informé, on consent. Mais la complexité de l'information et du consentement, telle qu'on vient de la penser là, elle n'a rien de juridique. Hein, et c'est pour ça qu'il faut peut-être changer le mot. On parle beaucoup d'insentiment, on parle de partage, on parle de sens, on parle de pédagogie, que vous voulez, on parle de narration. Mais en tout cas, on donne du sens aux gens et on partage voilà, des objectifs. Et donc, par rapport à la question de ce qui se passait un peu avant, peut-être que ça se passe encore aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose de très dialogique, au sens où on ne décide plus à la place des gens, mais on décide avec eux. C'est quand même une sacrée révolution. Mais c'est vrai que c'est plus facile de décider sans les gens. Moi, j'ai entendu la question de la logique du temps, de l'institution qui a des normes toutes faites. C'est plus facile de décider de manière automatique, de mettre les gens dans une case, voilà, de ne pas se poser de questions, c'est plus simple. Effectivement, dès qu'on se pose des questions, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, les journées vont être plus lourdes, il faut réunir les comités d'éthique, il faut aller voir les familles, donc c'est vrai, voilà, il faut reconnaître. Mais c'est peut-être le sens de nos métiers, hein, de rentrer dans cette complexité-là. Autre petit volet qui m'a inspiré cette journée, c'est de rebondir sur Nadia, Léa, je ne sais plus, non, c'est Nadia qui m'a cité dans un de mes ouvrages. Non, mais il faut aussi sortir de nos concepts d'information standardisée, parce que beaucoup d'études, en particulier celles que j'ai menées, montrent que vous prenez, mais tous les domaines de la médecine, si vous prenez 100 patients qui ont signé un formulaire de consentement, hein, parce que c'est connu ce type d'études, il a été signé. Vous les interrogez 3 mois, 6 mois après sur ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont signé, vous chutez à une barre de 25-30%, c'est 70% des gens n'ont pas retenu ce qu'ils ont signé. Et puis, si vous allez au-delà, c'est un exemple qui décale un peu de la journée, on a mené, nous, une belle étude sur le dépistage du cancer du côlon en France, et on se dit, les gens sont-ils correctement informés sur la procédure de dépistage? Et en fait, les gens sont informés sur la partie initiale. Alors, je vais être un peu scabreux, mais vous savez, le recueil de sang dans les selles, ça nécessite le recueil des selles. Alors, vous avez un formidable truc qui vous arrive par la poste, je ne sais pas qui a plus de 50 ans dans la salle, ne levez pas la main, et on vous dit, il faut faire un recueil de sang dans les selles. Mais les gens... c'est compliqué quand même de savoir que s'il y a du sang dans les selles, qu'est-ce qui va se passer derrière? Une coloscopie. D'accord? Je vais vous donner le résultat de nos études. Les gens, la majorité des cas, ne savaient pas que derrière il y avait une coloscopie. Donc ils reçoivent vous voyez, une information initiale qui est parcellaire, qui n'est pas l'information sur le continuum de tout ce qui va se passer. Et puis troisième type d'interrogation, est-ce que cette coloscopie, elle est prise en charge par la collectivité ou est-ce qu'il va y avoir un dépassement d'honoraires? Et bien, le plan de santé publique n'a pas pensé le fait que vous pourriez aller chez un gastro-entérologue, et je ne leur jette pas la pierre, dont certains vont faire un dépassement d'honoraires. Donc au début de site, vous présentez aux gens un dépistage de santé publique, de prévention, vous leur dites, écoutez, c'est gratuit, d'accord, et c'est sans risque. Et à l'arrivée, vous arrivez à quelque chose, alors qui n'est pas hyper risqué, je vous rassure, mais quand même une coloscopie où il y a quand même un petit risque, d'accord, et où c'est payant, et où ils ont un reste à charge. Et vous voyez que là aussi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une éthique un peu conséquentialiste, comme aurait pu le dire Guillaume, c'est est-ce que l'information qu'on délivre à un temps T correspond réellement au vécu des gens, voilà, à l'issue de leur parcours de soins. Et ça, Nadia, je te remercie de l'avoir souligné, parce que je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui. Les gens, ils veulent, voilà. Et vous pouvez décliner ça à loisir sur beaucoup, voilà. Donc effectivement, la cage information-consentement, si vous faites une évaluation HAS ou ARS, elle est bien, elle est casée, elle est cochée. Hein. On a eu le même débat sur directives anticipées. Vous pouvez avoir des cas, est-ce que les directives anticipées ont été remplies? À quoi servent-elles? Je me rappelle sur mon collègue Réa qui a fait un excellent travail au CHU Droit qui nous a présenté ça l'autre jour avant. À quoi servent-elles? Sont-elles efficientes? Servent-elles réellement à améliorer le parcours de soins? C'est un indicateur d'ordre éthique, celui-là, qui n'est pas le même que combien de fois on a fait remplir une directive anticipée. Voilà, donc c'est le message que je vais vous faire passer qui fait que je suis un peu révolutionnaire dans l'âme. Refaites les indicateurs. Moi, je suis chef d'un grand service, d'un grand réseau départemental de médecine légale. Je remplis tous les indicateurs du monde. Mais une fois que les indicateurs sont remplis, il faut qu'on se dise que tout reste à faire. Voilà, ce sera le mot de ma conclusion. Et en tout cas, un grand merci à vous tous d'être venus parce qu'on a passé une très bonne journée et en plus, on finit presque à l'heure.